Juarez from American British Cowdrey Medical Center in Mexico City, Mexico. Dr. Rodrigo Rubio from the American British Cowdrey Medical Center, Mexico City, Mexico. Sean Garvey, Crisis Resource Nurse from Stanford University. Dr. Al-Hassan Dati Mohammed from Nous avons toutes ces invités qui sont ici aujourd'hui avec nous. Le docteur Ali Fakadela, qui vient de l'Université del Valle en Colombie. Docteur Hergé Ramarouti, Stanford University, États-Unis. Valérie Samol, docteur à l'Université de Zurich, en Suisse. Ellie Song, infirmière du centre de crise, Stanford University. Yara Stetson, soins intensifs, Stanford University. Dr. Andrea Murray, Stanford University. Et Dr. Julia Weinkoff, qui vient de Minnesota, aux États-Unis également. Avant de commencer, nous avons quelques points à mentionner en termes d'intendance. Et comme rappel, il s'agit d'une organisation qui travaille sur la base de l'amour et du respect. Réagissez, s'il vous plaît, avec soin et respect. Nous utiliserons la fonction chat pour les questions-réponses en bas de votre page. Veuillez, si vous voulez, bien utiliser cela pour faire des commentaires. Connectez votre vidéo si vous pouvez, en positionnant votre caméra pour que l'on puisse voir votre visage pour capturer tout le groupe. Si vous avez des problèmes d'ordre technologique, envoyez-nous un message. Ce sera avec plaisir que nous assisterons. Et cette séance fait l'objet d'un enregistrement et votre présence témoigne le consentement de cet enregistrement. Essayez de limiter le nombre de personnes qui se réunissent d'un seul endroit et ayez également la distance physique comme règle de base. Aujourd'hui, nous avons l'interprétation en français et en espagnol. Pour avoir accès à ces deux fonctions, au bas de votre écran, vous devriez avoir un bouton qui dit « Interprétation ». Vous pouvez choisir d'éliminer la partie anglaise en arrière-plan, ou vous pouvez avoir l'anglais en arrière-plan et l'interprétation qui soit en premier plan, plus haute que l'anglais qui est en arrière-plan. Sur ce, je vais passer la parole à la docteure Anna Crawford pour démarrer. Merci de votre présence. Good morning, good day, good afternoon. So I'm Anna Crawford. Bonjour, bonne journée, bon après-midi, bonsoir. Je suis le docteur Anna Crawford. Je travaille dans le département d'anesthésiologie à l'Université Stanford en Californie aux USA. Je travaille en soins critiques. Je suis également éditrice de Centre de ressources qui est la plateforme en ligne qui reçoit toute l'organisation de ce qui se passe aujourd'hui. Nous aurons également un vidéo de ce webinaire au Centre de ressources, également à Assist International qui est notre site web. Merci à nos merveilleux partenaires, Assist International et Project ECHO. Et nous sommes également très reconnaissants de pouvoir travailler en partenariat avec la Société mondiale d'anesthésiologues. Aujourd'hui, nous voulons également remercier les participants qui ont envoyé des questions véritablement fantastiques. Nous allons voir la plupart des questions dans le contenu que nous allons aborder aujourd'hui. Et si nous avons du temps supplémentaire aujourd'hui, nous essaierons de répondre aux questions supplémentaires qui n'auraient pas été abordées. Mais unissez-vous à nous pour les prochaines séances. Nous avons l'intention de parler des soins intensifs, également de soins de respiration pour pédiatrie et obstétricienne et pour les prochaines séances. Rappelez-vous que le contenu de ces conversations servent à la promotion de connaissances et d'expériences pour les personnels de soins de santé. Et ces conversations ne doivent pas remplacer le jugement clinique et les décisions indépendantes de personnel de soins de la santé de leur part. Nous essayons toutefois toujours de donner une information actualisée, même si ces informations peuvent évoluer rapidement.
Les créateurs de ce contenu ne peuvent pas être responsables d'une information imprécise ou qui aurait pu évoluer. Vous devez donc tous, en tant que professionnels, être responsables pour adapter l'information, pour vous adapter à la disponibilité des ressources dans vos propres institutions et suivre les règles qui vous sont imposées pour l'administration des soins de santé. Au niveau des conflits d'intérêts, nous sommes également dédicacés à l'apprentissage. Le centre d'apprentissage veut donner des ressources et des informations de haute qualité qui ont été révisées. Nous essayons de maintenir un accès ouvert à l'éducation. Nous voulons éliminer tout ce qui est annonce commerciale et nous voulons suivre des règles de déontologie élevées. Assist International est une ONG et le centre de ressources ne reçoit aucune compensation au financement autre que ceux des partenariats que nous avons. Sur ce, j'aimerais vous présenter la 5e partie de cette série, qui est les soins critiques en dehors de soins intensifs. Les objectifs d'aujourd'hui sont de définir le continuum de soins intensifs pour en comprendre le SPO2, pulse oximétrie comme objectif et pouvoir utiliser les QSOFA et les scores rapides CSI et pour déterminer quels sont les signes inquiétants ou menaçants pour la vie qui justifient des soins intensifs et donner à ces personnes les soins intensifs nécessaires avec les équipes nécessaires. Pour ceux qui veulent apprendre, nous essayons de voir quelle est la politique des équipes de réponse rapide pour vos institutions et de pratiquer des scénarios pour trouver des manquements dans votre procédure qui requièrent des améliorations. Commençons, si vous le voulez bien, avec notre premier objectif, qui est celui de la définition du soin intensif ou de soins critiques. Je vais demander à mon confrère, le docteur Rodrigo, de commencer avec cette conversation. Rodrigo Rubio from Mexico. So we are going to start with a poll. So I think you're going to see the poll in the... Bonjour tout le monde, Rodrigo Rubio du Mexique. On va commencer avec un petit sondage et on a sélectionné une question pour vous. Lesquelles des suivantes sont considérées comme étant des soins de patients critiques? Ce serait 1, la reconnaissance directe avec l'évaluation et la décision faites pour les patients en phase de détérioration. Ou alors, intervention rapide et à temps pour les patients qui sont en risque de déclin clinique. 3, identification de signes qui sont en avance d'un arrêt cardiaque ou respiratoire. Donner l'assistance experte pour réponse aux préoccupations pour le statut d'un patient ou, en 5e place, toutes les réponses antérieures en même temps. So far. Okay. So all of the above is winning. Then we have... Il semblerait que toutes les réponses antérieures sont faites. Ensuite, l'identification des signes d'alerte antérieure à une attaque cardiaque ou respiratoire. Eh bien, je suppose qu'on a suffisamment de temps maintenant. Ah bon, il y a encore davantage de personnes qui sont en train de répondre. Attendez encore quelques secondes. Et on peut voir de toute façon que... Ah, voilà, au bout du compte, c'était toutes les réponses et c'est effectivement la bonne réponse. Et lorsque l'on a des patients, un patient dans un état critique, et ça se définit avec tous ces points, il faut pouvoir faire une détermination après avoir fait une évaluation pour ces patients avec une intervention rapide et rapidement. C'est ça le mot-clé, le mot principal. Il faut identifier et aussi, il s'agit de donner une assistance experte pour pouvoir déterminer le statut des patients. C'est aussi une façon importante de communiquer avec les familles des patients.
Mais puisque c'est tout, toutes les réponses, effectivement, c'est la bonne réponse, que toutes les réponses sont les bonnes réponses. Alors, voyons voir si je peux faire ça. Oui, alors, effectivement, Rodrigo, merci. Le réseau de sécurité pour les patients et alors, voyons voir si je peux. Si les patients dont la condition détériore lors de l'hospitalisation aura des signes précurseurs. Et ces signes précurseurs peuvent être des signes de constante vitale anormale avant d'avoir des résultats cliniques adverses. Au contraire, de l'arrêt cardiaque ou de code bleu qui arrive après un arrêt pulmonaire, les équipes de réponse rapide sont préparées pour intervenir de ce moment critique sur des patients qui sont sur des blocs opératoires ou de surveillance. Souvent, ces patients auront des signes plutôt anormaux avant de tomber dans un état d'arrêt. Et il faut donc avoir une réponse rapide prête pour reconnaître déjà au départ ces signes précurseurs. Eh bien, il semblerait, Rodrigo, que nous avons une autre question à poser. Et alors, la deuxième question serait comment définir soins critiques et où est-ce que ces soins critiques sont donnés? Voilà, il y a plusieurs questions, une seule en fait. En parlant de soins intensifs également. Alors, il faudra que l'on puisse… Oui, alors pour tous ceux qui sont ici, lorsqu'ils sont sur le centre d'apprentissage, lorsque vous voyez une case pour répondre, vous pouvez répondre. Je vais cliquer sur ceci pour voir quelles sont les ressources qui sont en connexion avec cette question. Et donc, cela nous amène sur un article sur le continuum de soins critiques. Et ceci est écrit par docteur très connu qui s'appelle Jean-Louis Vincent, qui nous explique quel est le continuum des soins critiques et où ceci se produit. Rodrigo, qu'est-ce que tu as eu comme réflexion lorsque tu as lu cet article? Quelles ont été tes impressions? Alors, le soin critique n'est pas un endroit dans l'hôpital, c'est un moment et un moment différent pour les différents patients. Avant que le patient n'arrive à l'hôpital, que ce soit un CPR ou qu'il ait une attaque, ça c'est le soin avant, avant les soins intensifs et avant l'hôpital. Et ensuite, on est en pré-soins intensifs avec tous ces signes qui sont des signes de détérioration, avec des patients qui sont dans un bloc, que ce soit post-chirurgie ou pas. Et c'est critique parce qu'il y a il y a des signes que l'on peut identifier. Et si on arrive à les identifier correctement et à temps, à ce moment-là, on peut appeler l'équipe de réponse rapide et les patients recevront l'assistance et le soin qui leur évitera d'aller vers un arrêt cardiaque. Et ensuite, il y a le moment de soins intensifs, du soin intensif, soin critique pour le patient. Et il y a également le post-soin intensif lorsque on peut renvoyer le patient à la maison. Et là, il faut qu'on puisse communiquer avec les gens qui vont être là pour le patient, comment est-ce qu'ils vont le soigner et quel va être le suivi avec l'équipe. Et la communication, c'est extrêmement important. C'est essentiel. Moi, je dirais que le soin critique n'est pas un endroit, ce n'est pas les soins intensifs. C'est à un moment lorsque le patient a peu de ressources et a le temps compté. Voilà. Je crois que c'est une belle explication. J'aime beaucoup le fait que tu aies identifié les ressources limitées en question de temps. Et je pense que c'était ça le point principal. Le soin critique, ça veut dire critique du point de vue du temps temporel. Ça ne veut pas dire nécessairement soin intensif. Superbe. Autre chose que tu souhaiterais rajouter au sujet de cet article? No, nothing special. Yeah, I think you covered the highlights very well. So I want to start us off with the case example. Vraiment, eh bien, écoute, je crois que tu as bien parlé des points principaux. Je voudrais parler d'un cas, mais un cas qui est élaboré sur des cas réels que l'on a pu observer et vivre.
L'environnement, c'est qu'on est dans un hôpital rural et l'hôpital le plus proche avec une salle de soins intensifs est à plus de 150 km par ambulance et les routes sont barrées à cause du mauvais temps. Et je crois que beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés dans une situation similaire auparavant. L'histoire est ce matin, vous voyez une personne de 54 ans qui a une historique de maladie de l'artère chronique, hypertension et avec un diabète de type 2. Il a été admis dans le bloc des patients il y a 2 jours avec COVID-19 et il se plaint d'avoir le souffle court. Vous trouvez il a 27 respirations par minute, mais il parle encore avec des phrases complètes. Il demande de l'oxygène par canule. L'oxygène court à 3 litres par minute. Il a quelques problèmes sur l'examen de ses poumons sans avoir d'autres signes. Son taux respiratoire est de 27 respirations par minute. La température est à 37,9 degrés Celsius. Son rythme cardiaque est à 95 pulsations par minute. Sa pression est de 107 sur 59 et la saturation d'oxygène est à 92 %. Docteur Dati, quelle est votre interprétation des signes vitaux lors de l'examination, d'un examen physique pour ce patient? Eh bien, merci. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, bonjour, sans problème. Bonjour, au bon après-midi en tout cas pour vous. Très bien. Alors, sur l'historique, ce patient de l'hypoxémie, mais le, le rythme cardiaque est normal, un peu élevé malgré tout. Pression artérielle est normale. Donc, rien de spectaculaire à part cette hypoxémie qui doit être tenue en compte. Oui, exactement. Moi, je dirais exactement la même chose. Et ceci dit qu'on peut cliquer sur cette question pour recevoir davantage de ressources. Faisons cela. Et c'est simplement une charte qui montre des signes vitaux normaux chez un patient adulte, ce qui serait une bonne ressource pour ceux qui sont nouveaux en médecine ou qui ont soigné des patients pédiatriques, mais qui aujourd'hui sont amenés à soigner des patients adultes. Nous allons passer au deuxième objectif pratique. Le premier, c'était de définir le continuum des soins critiques. Et ensuite, nous devons comprendre les objectifs d'SPO2 pour la thérapie d'oxygène. Nous avons un patient, malgré les 3 litres par minute d'oxygène par canule nasale, 2 heures plus tard, le patient a un SPO2 qui chute à 86 %. Lorsque vous arrivez, il semble être plus dans une tachypnée. Il a des problèmes à l'heure de respirer et il peut seulement dire 2, 3 mots à la fois. Docteur Julia, est-ce que vous voulez bien voir quels sont les objectifs du point de vue SP2 pour ces patients mâles et quelles sont les actions qui doivent être entreprises? Oui, bonjour. C'est une question sondage ou c'est plutôt une conversation? Une conversation. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, écrivez cela dans le chat. Quel est l'objectif saturation d'oxygène pour ce patient adulte mâle? Quelqu'un souhaite-t-il commenter quelque chose? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est 100%? Mais probablement pas, non? Alors, pendant longtemps, on avait pensé que au plus, ce serait mieux. On a 94% là-bas. 92%. 95 à 98.
Alors, pendant très longtemps, on s'était dit le plus haut, le mieux, et pour les personnes qui étaient malades, on leur bourrait d'oxygène jusqu'à ce qu'ils arrivaient à 98-99%. Mais ensuite, on a commencé à se poser la question sur l'utilité de ceci. Et des études ont été menées qui ont pris de groupes avec une personne dans un groupe avec de l'oxygène au-dessus de 96% et un autre groupe de patients sur oxygène pour une saturation inférieure à 96%. Pour ce patient, il faut que ce soit plus que 86%, sans aucun doute. Que ferions-nous pour relever son niveau d'oxygène? Quel genre de système d'administration d'oxygène serait le système le plus adéquat? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées. Généralement, on a utilisé une canule ou un masque. Ce patient a probablement une hypoxémie légère. On ne doit pas utiliser les grands remèdes ou les grands moyens pour l'instant. Et si on pouvait regarder les graphiques pour les différents cas. Et j'ai deux choses, Julie, en fait. J'ai un article qui parle des objectifs d'oxygène et qui a quelques recommandations qui représentent un changement par rapport aux décisions qui étaient prises antérieurement. Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Non, ce que tu as là, pour l'instant, c'est ça, c'est ça. Je pense que ce serait très bon. Très bien. Alors, on peut utiliser un masque pour le visage. On a également la saturation. Mais les graphiques sont un peu compliqués, mais vous pouvez trouver les recommandations. Et ces recommandations viennent d'une analyse à méta où on regarde à toute une série d'études. Je pense qu'il s'agissait de 25 études différentes. Ils ont regardé tous les différents patients qui avaient été euh, avec un groupe avec plus d'oxygène et un autre groupe de moins d'oxygène. Et ils ont regardé ce qui s'était passé avec ces deux groupes de patients pour déterminer les niveaux d'oxygène qui devraient être atteints. La recommandation principale, il semble clair que un niveau d'oxygène ne doit pas être plus élevé de 96%. Quand un patient est à 96%, on peut arrêter l'administration d'oxygène. La deuxième recommandation, qui n'est pas si formelle, mais aussi quand même recommandée, c'est que c'est probablement suffisant que le patient ait une saturation supérieure à 90%, 90, 92%. Ce serait probablement suffisant. Ce n'est pas définitif, mais ce serait une recommandation néanmoins sûre. La troisième recommandation, qui est une recommandation très forte, c'est que les patients ne doivent pas avoir des niveaux d'oxygène supérieurs à 93%. Ça semble être assez clair. Et si on continue à regarder dans le détail, on a davantage de recommandations. La recommandation numéro 1, qui était une recommandation sérieuse, c'est pour les patients en état critique qui tous les patients en état critique, avec quelques rares exceptions, comme par exemple un empoisonnement au carbone-monoxyde ou un problème avec les poumons ou une autre pathologie. La plupart des patients sont dans ce critère. Et ces patients ont été pris au hasard pour être à plus de 96 ou moins de 96%. Et ceux qui avaient moins de 96% au niveau d'oxygène étaient en bonne condition. Et en fait, ça se passait mieux pour eux que ceux qui avaient une saturation supérieure à 96% d'oxygène. Oui, alors Julia, avant cette séance, quelqu'un m'avait envoyé un message pour me demander pourquoi ces maux de tête étaient inclus dans ce groupe. Et je ne savais pas quelle était la réponse. J'ai fait une recherche et les patients qui sont déterminés avec des maux de tête cluster étaient inclus. Voilà. C'est intéressant au niveau des maux de tête cluster, en fait. OK, deuxième recommandation alors, c'est que
on essaie de savoir si c'est sûr que les gens aient un niveau d'oxygène supérieur à 96%. Et ce n'est pas aussi fermement recommandé, mais c'est probablement sûr que 90 à 92% soit le niveau de saturation d'oxygène qui soit sûr et vous pouvez donc être assez confiant avec ce genre de niveau. La troisième recommandation, c'était assez clair que ces deux groupes, lorsqu'ils étaient pris au hasard, étaient en bonne condition avec des niveaux d'oxygène supérieurs à 93%. Donc, il était suffisant apparemment d'avoir 93% de niveau d'oxygène. Avez-vous des questions à ce sujet dans le chat, par exemple? Les complications qui ont été observées dans toutes ces études incluaient la longueur de séjour à l'hôpital, la mortalité à l'hôpital et les complications et plus particulièrement des infections, des pneumonies ou autres infections. Et dans la plupart des études, la mortalité était rabaissée et les taux d'infection étaient rabaissés également. C'est cela qu'ils regardaient pour voir si c'était sûr ou pas. Il est bon de savoir que même sur les patients qui ont eu des attaques cardiaques ou des AVC, ACV, il était observé que les personnes sont restées dans ces groupes et que c'était bon pour les autres patients en soins intensifs. Mais pour les attaques cardiaques ou les CV, on a essayé d'étudier, mais il a été déterminé que ces niveaux d'oxygène plus bas sont sûrs et meilleurs en fait que ces niveaux d'oxygène boostés. Très bien, Julia, merci beaucoup. Je crois que c'est une chose essentielle et je crois que l'on peut voir sur le chat les différentes réponses et les objectifs en SPO2 que les gens ont mis comme réponse et comme commentaire. Et il y a pas mal de différences. Il semblerait donc qu'il n'y a pas de consensus sur le SPO2 pour les patients. Il faut donc utiliser une façon de procéder basée sur les études et les observations et déterminer que l'oxygène ne doit pas commencer avant d'être en dessous de 92% et que l'objectif, ce n'est pas 100%. Être en dessous de 96 sera suffisamment bon pour nos patients. Merci pour cette excellente conversation. Nous avons une autre actualisation sur ce patient. Nous avons de nouveaux signes vitaux et maintenant nous avons un taux de respiration de 32, une température de 39 degrés Celsius et son rythme cardiaque est monté à 115 pulsations par minute et la pression artérielle est baissée à 83,55. Le SpO2 se retrouve à 86, ce qui est anormal selon toutes les références que la docteure Julia vient de mentionner. Il semblerait que l'état est en train de se détériorer. L'objectif est donc d'utiliser des résultats cliniques pour déterminer quel genre de soins doit être administré à ces patients, à ce patient. Je vais donc demander à mon confrère, le docteur Nicolas, de définir les scores CSI. Est-ce que, docteur Nicolas, est-ce que tu as utilisé ces scores et donner ce que de dire ce que tu en penses et de ces scores? Oui, bonjour Anna et bonjour à tout le monde. Oui, alors j'utilise normalement ces scores tous les jours, spécialement pour identifier tous les patients qui vont à être admis en soins intensifs et également pour les identifier de manière préventive pour voir s'ils sont en train d'avoir un état qui se détériore ou empire pour pouvoir les identifier, les traiter et utiliser toutes les ressources que nous avons pour leur administrer le meilleur traitement possible. Et je crois que ce sont des scores qui peuvent être facilement utilisés et qui nous donnent réellement des informations importantes sur la condition du patient. Alors, je crois que la question suivante est une question sondage. Est-ce que l'on peut avoir une équipe proche école lancer le sondage? Le voilà, merci. Alors, nous allons permettre à
participants qui répondent à cette question. Ok, allons-y. Quels sont les différents diagnostics pour les signes symptômes? D'abord, sepsis. Ensuite, nous avons du SIRS. En troisième, nous avons un problème de respiratoire. Ensuite, nous avons ARDS. Et ensuite, la cinquième réponse possible, c'est toutes les réponses antérieures. Et ce sont les signes vitaux pour ce patient, pour rappel, pour vous aider à voir quels sont les diagnostics et qui sont valables pour ce patient. C'est le syndrome de respiration, syndrome inflammatoire de syndrome de respiration. Et RDS, c'est le syndrome aigu de détresse respiratoire. Syndrome aigu de détresse respiratoire. Et les acronymes changent, espagnol, français, anglais. Les lettres sont parfois inversées, dans les descriptions doivent être inversées. Mais la définition est une définition commune pour tous ces acronymes. Il semblerait que la plupart des gens disent toutes les réponses antérieures. Et je crois que c'est bien ça, effectivement, parce que parfois, il est difficile de faire la différence entre tous ces diagnostics. Et nous pouvons donc utiliser cette méthode pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le patient et quel patient devrait être admis en soins intensifs ou pas. Bon, alors, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Oui, et si vous pouvez cliquer, vous aurez une ressource utilisable pour trouver la réponse. Voici donc un site web qui s'appelle Handicalp, qui a des différents systèmes de score, de classification. Ici, c'est pour le Quick SOFA ou le QSOFA. Très exactement, c'est le Quick SOFA pour sepsis avec des patients avec mortalité dans l'hôpital avec une infection qui a été qui s'est développée en dehors de la salle de soins intensifs. Ceci est important. Pourquoi? Parce qu'on peut identifier les patients en dehors des soins intensifs qui ont une affection avec un haut risque pour mortalité à l'hôpital et également on peut amener la découverte d'un problème d'infection sérieux et ceci est utilisé pour prévoir la mortalité et ce n'est pas un score de sepsis, sepsis. Donc, comme on peut le voir, c'est un score facile à utiliser. Il y a 3 paramètres. Le premier, c'est d'avoir un état mental qui est altéré, qui peut être utilisé, trouvé en trouvant le SCI avec un score inférieur à 15. Un autre paramètre, ce sera celui du rythme respiratoire qui doit être égal ou supérieur à 22 respirations par minute et une pression artérielle systolique supérieure à 100. Si nous avons ceci avec 2, nous pouvons identifier des patients qui vont avoir une mortalité d'hôpital supérieure et on peut voir qu'il est facile d'utiliser ceci. Ça peut être fait près du patient. Et nous pouvons identifier tous ces patients qui arrivent à l'hôpital ou dans les différents départements et savoir lesquels pourraient avoir un résultat moins bon ou pire. Nicolas, est-ce qu'on peut utiliser ceci pour un patient? Voyons, le patient, il n'est pas dit qu'il a une altération mentale, mais il a un rythme respiratoire élevé et il a cette pression artérielle qui est inférieure à 100. Et donc, question COVID,
ça ne fait pas partie du QSOFA pour que tout le monde comprenne ceci. Mais lorsque l'on met ces deux paramètres, on dit que normalement c'est 2 sur 3 au moins. Alors, quelle est la condition de ce patient? Alors, comme on peut voir dans le résultat, c'est un patient à haut risque. Il y a une augmentation de 3 à 4 de mortalité à l'hôpital possible. Ce qui est important, c'est que nous devons déterminer quel est le dysfonctionnement et pour ce patient qui est à haut risque avec des résultats sanguins et le calcul du score SOFA. Et pour le critère QSOFA, il doit y avoir une procédure d'affection, même si ce n'était pas quelque chose de tenu en compte auparavant. Merci, merci pour cette explication et l'utilisation du score QSOFA. Docteur Nicolas, j'ai aussi une question pour toi. Quand est-ce qu'on peut utiliser ceci et quelle est la ressource? Je vais cliquer dessus et ça se passe très, très bien. Merci pour ton assistance. Alors, qu'est-ce que c'est MEUS? Alors, j'utilise ça tout le temps. Et comme on peut le voir, un MEUS, c'est le score anticipé d'alerte modifié pour la détérioration clinique du patient. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ceci? Tout d'abord parce que les patients qui ont un MEUS bas peuvent continuer à recevoir leurs soins et être en observation. Il peut être dans un bloc habituel ou dans un département d'urgence de l'hôpital. Et les patients avec un MEUS élevé doivent être suivis de près pour recevoir davantage de soins, comme par exemple dans les soins intensifs. Et ceci doit être identifié vite. Ces patients auront probablement besoin d'être admis aux soins intensifs ou d'être admis à l'hôpital s'ils ne sont pas encore à l'hôpital. Avec ce score, on peut voir qu'il y a 5 paramètres. Un de ceux-ci, c'est le TP systolique. Plus plus le score est élevé, le MEUS est plus élevé et en rapport avec une probabilité d'être admis en soins intensifs ou de devoir recevoir des soins plus spécifiques. On voit aussi que pour le rythme cardiaque, ouais, je vais mettre les valeurs pour le patient alors que l'on procède, on continue. C'est bon? Oui, pas de problème. Si je me souviens bien, la pression systolique, c'était 80, 83. Le rythme cardiaque était à 115, température 39 degrés Celsius. OK, on va y aller. 83. On s'est dit ici 115, rythme cardiaque. Et rythme de respiration, c'était supérieur à 30, n'est-ce pas? Avec une température à 39, voici. Et on n'a pas encore sur la question de la conscience, mais on a bien vu qu'il disait 2, 3 choses à la fois et donc il était réveillé. Nous avons donc 8 points. Alors, on va discuter de ceci. Oui, le patient a 8 points. Nous avons 30% de chances d'être admis en soins intensifs ou de décéder dans 60 jours. Il faut donc donner une administrer des soins plus intensifs. Et il faut savoir que pour n'importe quel paramètre avec un score supérieur à 3, il y a un besoin de soins plus intensifs pour un patient. Je veux que les participants sachent que cette ressource est basée sur des preuves, sur des études qui ont été faites pour obtenir ces scores. Une question, docteur Nicolas. Et si tu es dans un hôpital rural et que peut-être ton centre hospitalier n'a pas d'unité de soins intensifs, est-ce qu'on utiliserait le score MUSE pour savoir si le patient doit être transféré sur un autre hôpital qui a une unité de soins intensifs? Oui, ce ne serait pas la seule référence, mais le QSOFA sera également utilisé. Et bien sûr, je ferai un suivi de près de ce patient
et je le déplacerai de l'hôpital dès que j'aurai eu les informations pertinentes qui m'indiqueraient qu'il est à haut risque de développer un mauvais fonctionnement des organes et je demanderai qu'il soit admis en soins intensifs. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, Dr. Nicolas. Voici les questions. C'est quoi ce score QCSI et quand est-ce qu'on devrait l'utiliser? Oui, sans problème. Revenons à ce site MDCalc. On adore ce site, n'est-ce pas? Alors, quand est-ce qu'on utilise le QCSI, qui est l'index de sévérité de COVID-19, et il détermine les risques à 24 heures de maladies critiques respiratoires avec les patients qui sont admis avec COVID-19. Il faut donc utiliser ce score pour quantifier le risque des patients qui sont admis à l'hôpital. Et donc, on a trois paramètres principaux, comme on peut le voir ici. C'est assez facile et ça peut être fait à côté du patient. Le premier, c'est le rythme respiratoire. Plus on a un niveau élevé quand c'est au-dessus de 28. L'oxymétrie du pouls avec un score plus élevé avec un pouls inférieur à 88 et également le flux avec 5-6 litres par minute. Voilà le score du patient. Il a 30 RPM, donc oxymétrie à 87, il me semble. 86, OK. Et un flux à 6 ou 7 litres par minute. On a donc 12 points sur le score QCSI avec un risque élevé et également 57% de risque de maladie critique en dehors les 24 heures. Nous allons donc devoir véritablement faire très attention, faire un gros suivi sur ce patient car il est à haut risque de détérioration et devrait être admis en soins intensifs avec les ventilations mécaniques et toutes les complications qui sont inhérentes à ceci. Docteur Nicolas, merci pour ton expertise et merci infiniment pour ta présence. Voilà des scores très utiles et donc on a intensifié le soin pour ce patient. Merci beaucoup. On va continuer pour voir quel est le prochain objectif qui dit qu'on doit déterminer les signes qui mettent en danger la vie du patient, ce qui veut dire que le soin administré au patient est critique du point de vue du temps. Je vais demander à quelques autres collègues et confrères de voir ceci, mais il semblerait que nous avons une actualisation sur l'état de notre patient. Tout d'un coup, il perd la conscience. Nous avons de nouveaux signes vitaux qui sont obtenus pour ce patient. Les signes vitaux avec un rythme respiratoire de 40, température à 39, un rythme cardiaque à 147 et une pression artérielle de 63 sur 25. Et maintenant, la saturation d'oxygène est tombée à 66%. Je vais demander, Dr. Freddy, lesquels de ces signes vitaux montrent qu'il est nécessaire d'intervenir de manière immédiate? Dr. Freddy. Eh bien, bonjour et bonne journée, bonne soirée pour tout le monde. Sur ce patient, en fait, le rythme de respiration est ce qui donne une indication qu'il doit y avoir une intervention urgente pour ce patient. Ce patient va voir sa condition se détériorer. Nous avons vu comment ce patient a une condition qui est en détérioration. Et il est probable que ce patient ait besoin d'un haut niveau de soins. Il est donc probable que la réponse doive être très rapide et il a besoin d'une intervention spécifique pour le soigner. Et ce patient est en train d'empirer et il doit recevoir une assistance immédiate. Est-ce que je peux demander à Eli
Eli, Dr. Freddy, Eli est sur notre équipe de réponse critique et Sean aussi. Ces deux messieurs font partie de notre équipe de réponse critique à l'Université de Stanford. Et je crois qu'on pourrait leur demander d'assister, Dr. Freddy, lors de cette réaction et pour assister le patient. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire sur les signes vitaux? Oui, oui, et là, aidez-moi, aidez-moi. Et Sean. Moi, je dirais que si on regarde ces constantes ici, on a presque un code bleu parce qu'ils ont perdu la conscience, la pression artérielle a chuté à 60/25. Il faut stabiliser les voies respiratoires, la pression artérielle, et le stabiliser pour pouvoir le transporter vers une unité de soins plus intensifs. Et typiquement, quand ce genre de choses se produit, l'infirmier ou l'infirmière appellerait ce qu'on appelle code bleu, ce qui veut dire de ressources multiples, avec notre équipe, docteur, et également un assistant de soins intensifs et une équipe d'anesthésiologie qui pourront intuber et administrer une thérapie respiratoire. Un des points clés sur la façon de procéder de notre équipe, c'est de pouvoir donner une stabilisation pour une intervention rapide. Et lorsqu'il y a une détérioration en dehors de soins intensifs, il y a la possibilité d'un arrêt pulmonaire ou d'autres événements tragiques. Le soin critique est essentiel du point de vue du temps et le soin critique personnalisé doit être fait jusqu'à ce que ce patient puisse être transféré. Ce n'est pas véritablement une question d'amener ce patient sur l'unité de soins intensifs. On peut amener ce soin au patient là où il se trouve pour éviter une détérioration que sa situation empire avant de le transporter à un autre endroit. Il y a deux choses qui véritablement ont un impact avec et c'est la notion du temps. Le temps est essentiel dans les soins critiques. Et je sais qu'il y a une équipe à Stanford, à l'université, à l'hôpital, qui a une équipe qui répond rapidement et que l'infirmier ou l'infirmière peut faire un appel et qu'il y a des gens spécifiques qui sont là pour assister. Je vais cliquer sur cette question pour voir quelles sont les ressources qui sont disponibles. Il semble que l'on a un autre module d'apprentissage sur le centre d'apprentissage et qui indique ce qui peut être utilisé pour appeler cette équipe de spécialistes là où se trouve le patient. C'est une réponse à une alerte en code bleu avec quelques commentaires qui justifient que les infirmiers ou même les personnes de la famille peuvent utiliser pour faire un appel et demander un système de réponse rapide. Nous avons un patient qui a un taux de rythme cardiaque qui est anormal, taux de respiration, saturation, et également un changement aigu dans son état mental avec des patients qui ont un problème rénal. Également, s'il y a des inquiétudes par rapport aux patients, on peut appeler l'équipe de réponse rapide, de la douleur dans la poitrine et un patient qui a des voies respiratoires qui sont instables ou également une attaque qui justifie que l'équipe de réponse rapide soit déployée. Alors, qu'est-ce que c'est une équipe de réponse rapide? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux ressources ici. Une, c'est la manière d'établir une réponse rapide. Est-ce qu'on peut demander à la personne de se mettre en silence? Merci. Et également, la deuxième ressource ici, c'est le manuel d'urgence de COVID avec ici
une charte qui peut être imprimée après avoir été téléchargée, avec une explication de la gestion de ces scénarios, avec par exemple des voies respiratoires stables, des algorithmes CNS. Et nous avons également des indications internes pour CPR lors de COVID-19. Revenons à cette référence de réponse rapide. Si on clique ici, ça nous amène sur un site web qui prend toutes les étapes. Ça s'appelle STEPS, qui est le système de réponse rapide. C'est un module qui révise chaque étape pour créer et mettre en place des systèmes de réponse rapide pour les équipes au sein de vos institutions respectives. De plus, il y a différents scénarios avec l'utilisation de ces scénarios pour faire un entraînement, une pratique, pour voir ce qui se passe lorsque vous avez la réponse rapide dans votre hôpital. Ce site web peut être mis dans le chat box pour que vous puissiez utiliser cela dans votre institution et l'adapter dans votre institution. Docteur Freddy, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pouvez lire cette question pour nous, s'il vous plaît? Merci, Anna. Écoutez, quelles interventions sont nécessaires pour ce patient? Ce patient a un état qui se détériore et il y a des tas d'options. Quelles de ces interventions sont nécessaires pour ce patient? Un plus haut niveau de soins, une thérapie d'oxygène augmentée, un suivi plus fréquent, une ressuscitation continue, gestion des voies respiratoires ou toutes les réponses ici. Pendant que vous répondez, je dois vous dire que dans 2019, il y a eu une détermination de ce qui doit être l'intervention des équipes. C'est un exemple idéal à l'heure de déterminer le travail d'équipe pour avoir une façon proactive de travailler avec suffisamment de temps pour répondre. Est-ce qu'on peut parler de l'expérience avec ceci? Et c'est l'expérience. Toutes les réponses sont bonnes. Effectivement, c'est bien cela. Cette option couvre toutes les situations possibles d'intervention nécessaires. Alors, est-ce que Ella peut partager son expérience avec nous? Oui, alors, Ella, est-ce que Ella pourrait nous expliquer avec les équipes de réponse rapide ce qu'il s'est passé au niveau de la mise en place et quel est l'objectif d'une équipe de réponse rapide pourrait être? Oui, c'est effectivement essentiel de savoir ça. Il s'agit de soins critiques auprès des patients pour éviter une détérioration. Il s'agit de stabiliser le patient sur le terrain ou un transfert en soins intensifs ou un code bleu. Tout ceci requiert notre intervention. Je crois que Stanford est un bon exemple avec les ressources qui sont disponibles, notre équipe de réponse rapide avec 4 infirmiers et infirmières, parfois 5, thérapeutes de respiration, pharmaciens, personnel de soins intensifs. Mais en plus, quand on est dans un hôpital rural, avec seulement la personne de soins intensifs qui peut venir aider. Donc, au minimum, c'est ça l'exemple d'une équipe avec quelqu'un qui est de soins intensifs à l'hôpital, qui soigne d'autres patients, mais il y a un docteur de soins intensifs et un infirmier ou une infirmière qui peut venir lorsque le patient est en crise pour pouvoir donner des soins immédiats. Et il y a donc multiples exemples de ceci. Merci, docteur Eli. Des questions pour toi, Eli, si je peux bien.
Quand tu dis que tu as travaillé dans un environnement rural avec une équipe de réponse rapide qui peut être limitée au docteur de soins intensifs et un infirmier ou une infirmière, qu'est-ce qu'il se passe s'il n'y a pas de soins intensifs? Quelle est la personne suivante à pouvoir répondre à une demande de réponse rapide? Ouais, je crois que c'est le doc des urgences avec infirmier ou infirmière d'urgence. Mais parce qu'ils ont probablement les connaissances plus en ligne avec la gestion des voies respiratoires et une hémodynamique en évolution rapide. Et anesthésiologue, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils ont la capacité et les connaissances? Oh oui, tout à fait, bien sûr. Et je crois même que les anesthésiologues, anesthésistes sont souvent impliqués et je crois qu'ils ont la capacité de pouvoir répondre. Mais je vais dire deux choses. Tout d'abord, il n'y a pas toujours un thérapeute respiratoire. Tout le monde n'a pas accès à des thérapeutes respiratoires et souvent on les appelle comme ça, même s'ils sont là. On les appelle parfois des physio. C'est ça? Et donc, un thérapeute de respiration est spécialement formé pour gérer des choses comme des systèmes d'administration d'oxygène, des ventilateurs, respirateurs, etc. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans tous les pays. On a ça aux US, mais tout le monde n'a pas cela. Et en deuxième lieu, et là, tu as parlé de CNRA, c'est quoi? C'est un infirmier certifié et homologué. Oui, donc ce n'est pas le cas partout, même s'il y a beaucoup de pays qui ont des anesthésiologies qui ne sont pas des docteurs et c'est l'équivalent euh, de, de ces personnes qui peuvent gérer les voies respiratoires et c'est donc également très utile dans ces environnements-là. Et alors, une autre question qui vient de l'espace. Est-ce que vous avez un système de réponse rapide pour les patients que vous avez? Répondez à cette question, oui ou non. Est-ce que vos centres ont un système de réponse rapide pour les patients présents? Est-ce que c'est oui ou non? Très bien, je vois beaucoup de oui. Et il y a beaucoup de non également. Rapid response team for what triggers? Yeah, so I think one thing I'd like to mention for this part is that. Alors, une chose que je voudrais mentionner pour cette partie, c'est que il faut pouvoir répondre quand c'est nécessaire. Et parfois, il y a une fausse alerte. Parfois, le patient va aller bien, mais il faut véritablement faire en sorte qu'on puisse appeler le personnel quand c'est nécessaire, parce que c'est une question de sécurité. Et quelques hôpitaux peuvent être durs à l'heure de décourager l'intervention rapide. J'ai vu des docteurs qui s'énervent
Mais nous, à Stanford, nous encourageons le personnel. Quand un patient ne va pas bien et que l'état se détériore, on appelle la réponse rapide. Et s'ils arrivent et le patient, ça va, OK, c'est bon, mais c'est plus sûr. C'est plus sûr. Moi, je dois rajouter que l'équipe de réponse rapide amène de la formation, de l'entraînement et de l'expérience pour les infirmiers et les infirmières. Nous leur demandons d'être également nos yeux et de déterminer s'il y a une détérioration et de nous expliquer vite ce qu'il se passe. Et on n'a pas de problème à l'heure de venir. On arrive, on vient. Si c'est une fausse alerte, pas de problème, tant mieux en fait. Moi, je voudrais dire que sur cette ressource, voici une charte qui nous montre les ressources pour l'apprentissage. Ceci donne une liste des signes vitaux ou cliniques qui peuvent être le détonant, mais aussi à qui on peut faire appel. Ça peut être un infirmier, une infirmière, un docteur, un physiothérapeute, ça peut être également personnel non médical. Et parfois, c'est un peu, c'est débattu, ça fait sujet à débat, mais les membres de la famille peuvent également appeler pour de l'aide pour leurs membres de la famille. Il y a des tas de signes, de symptômes ici qui sont repris et qui peuvent être utilisés pour que les infirmiers et infirmières puissent savoir si la pression sanguine ou la pression artérielle est trop basse, si le patient perd conscience, connaissance, un taux de respiration anormal. Et il y a également le diagnostic final qui a amené à cette situation. Voici les raisons les plus habituelles pour lesquelles l'équipe de réponse rapide a été sollicitée. Et je pense que c'est une information importante pour déterminer quelles ressources, puisque nous amenons un soin critique auprès du patient. Quelles sont les ressources que l'on doit amener avec nous? Ce n'est pas seulement le personnel. On va demander à Sean et Ella qu'ils interviennent à nouveau. Vous avez mentionné que le personnel vient, mais qu'est-ce que vous amenez avec vous lorsque vous venez en réponse à un appel de réponse rapide? Eh bien, nous, récemment, avec COVID, on a également amené du matériel pour lutter contre le COVID en temps de crise. On doit avoir de l'équipement supplémentaire avec cette pandémie, bien sûr. Tu parles d'équipement de protection personnelle? Oui, c'est bien ça, les blouses, masques, etc. Et ça dépend des appels. Nous avons deux types de notification. Nous avons un code bleu qui est lorsque le patient a perdu le pouls ou a besoin d'une intubation ou une réponse rapide. Avec la réponse rapide, intervention rapide, le patient a encore du pouls, il est encore éveillé, mais la pression artérielle a pu chuter et il a peut-être besoin d'attention immédiate. Et normalement, on intervient avec nos infirmiers et nos infirmières et généralement, un résident viendra auprès du patient et déterminera la situation sur place pour voir quelle intervention doit être menée, si on a davantage de besoin de davantage de matériel, si un transfert est nécessaire et également pour voir quel est le plan d'action. Chaque situation est en fait différente. Et là, y a-t-il quelque chose à rajouter? Oui, je dirais qu'on a tous tout ce qui est nécessaire avec nous, mais il y a également un pharmacien qui vient avec tout le matériel et tout ce qui est nécessaire pour avoir une intervention rapide. Je vais demander aux autres panélistes pour voir s'il y a autre chose à rajouter. On est en fait sur le point de déterminer quel est le personnel clé qui intervient ici. Mais on va demander au docteur Julia, docteur Dati, docteur Andrea, et je ne sais pas si le docteur Hergé est avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent être ajoutées à cette conversation au sujet de l'équipe de réponse et d'intervention rapide? Oui, Anna. Docteur Dati, merci. Oui,
des conversations fascinantes. Lorsqu'on regarde le sondage avec l'équipe d'intervention de réponse rapide, on peut voir que les oui et non sont pratiquement à un niveau égal. Mais dans notre pratique, pendant de nombreuses années, beaucoup de gens n'ont pas la pratique, c'est que dans une unité générale, il faut un minimum. Dans ces cas-là, le cas d'Emmanuel, il y a eu une détérioration, ça s'est dégradé. Et ce qu'il faut savoir, c'est ceci. C'est maintenant l'équipe d'intervention rapide, comme dans mon hôpital, ce sont des anesthésiologues. Et la plupart de mes collègues ne connaissent pas les signes modifiés. Et maintenant, avec COVID-19, il y a davantage de personnes qui sont informées. L'oxymètre du pouls peut faire une différence aussi dans le suivi et chaque unité devrait avoir une place où les signes vitaux d'un patient sont suivis et quelqu'un a une saturation, eh bien, il faut faire un suivi de ce patient. Ce qu'il y a, c'est que l'équipe d'intervention rapide peut faire une grosse différence. Et on fait un suivi. Et lorsque l'on a une équipe et on leur montre une formation continue et une simulation, et on peut faire beaucoup de choses avec peu de... C'est très important de signaler que on peut faire beaucoup de choses avec des ressources limitées. Et ce système de réponse d'intervention rapide est différent dans chaque institution, que ce soit un environnement avec beaucoup de ressources ou moins de ressources. Ces systèmes de réponse rapide véritablement sont adaptés aux ressources disponibles pour vous. Je crois qu'il est remarquable que 50% de notre audience n'a pas un système de réponse rapide en place. L'importance de cette séance est que nous ayons ce pourcentage dans ce sondage. Et chaque endroit peut préparer un système d'intervention rapide, indépendamment des ressources disponibles. Et je crois que le docteur Dati a bien mentionné que même si c'est simplement pour mettre l'oxymètre du pouls dans les mains d'une infirmière qui va vérifier un patient et il y a un autre infirmier ou infirmière qui fait un appel, avec la fréquence des vérifications des signes vitaux, des constantes vitales. C'est important dans l'intervention des soins critiques avec une vérification des constantes vitales, des signes vitaux. C'est très important. Je crois que c'est très important de mentionner ceci. Merci. Merci, Dr. Dati, pour l'avoir mentionné. Est-ce que nos autres panélistes ont des commentaires supplémentaires sur les systèmes de réponse rapide avant d'étudier le personnel qui peut faire partie de cette équipe? Oui, si c'est Julia. Une des choses auxquelles je pensais et dont on parlait avec les équipes de réponse rapide, d'intervention rapide, ça peut être très confus alors qu'un patient est de plus en plus malade parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer avec des signes vitaux qui sont anormaux. Il y a tant de personnes à appeler. L'avantage d'une équipe de réponse rapide et d'intervention rapide, c'est que ça donne une responsabilité à certaines personnes de prendre en charge le chaos et la confusion qui existe à ce moment-là. Je crois que c'est un très bon commentaire. Et l'avantage d'identifier les personnes qui répondent à cet appel, c'est comme c'est décrit, identifier le rôle d'un docteur, ça peut être un anesthésiologue, ça peut être un médecin de médecine interne, mais il ou elle a été désigné pour prendre une décision.
Un autre point que tu faisais, Julia, c'est la différence qui existe parfois entre une équipe de réponse rapide et, par exemple, un appel en code bleu. Parfois, cette distinction n'est pas si claire que cela. Et même un appel de réponse rapide mettra en route les mêmes ressources qui pourraient être appelées pour un code bleu. Donc, s'il y a des ressources de euh, fins critiques qui sont nécessaires. Donc, du point de vue d'un patient qui a reçu un code par rapport à un patient qui est simplement instable, que l'on pourrait, sur lequel on peut intervenir pour que le patient ne passe pas au code bleu ou n'ait pas un arrêt cardiaque ou pulmonaire. Oui, c'est comme ça que la différence a été identifiée avec la création de l'équipe d'intervention rapide, de réponse rapide. Mais beaucoup de patients avaient un code bleu alors qu'il y avait des signes précurseurs qui avaient été ratés. Et cette équipe d'intervention rapide a été créée pour éviter ce genre de situation et il semblerait que ça fonctionne très bien maintenant. Merci pour ces précisions qui sont excellentes. Passons, si vous le voulez bien. Nous allons passer maintenant aux objectifs de pratique qui identifient le personnel clé qui donne ces soins critiques. Dans le box chat, peut-être que vous pourriez nous dire qui doit faire partie de cette équipe de réponse rapide, qui devrait être là lorsqu'un infirmier ou une infirmière fait appel à une équipe d'intervention de réponse rapide. Je sais que Ella a mentionné l'importance du pharmacien ou de la pharmacienne. Et qui d'autre devrait faire partie de cette équipe d'intervention? Si quelqu'un n'est pas stable, un docteur, bien sûr, Susanna. Un docteur devrait être présent, peut-être même un docteur de haut niveau qui pourrait prendre les décisions sur ce qui doit être fait. Qui d'autre doit faire partie de cette équipe? Personnel de traitement des voies respiratoires, très bien. Ça peut être infirmier, infirmière, ça peut être un docteur, ça peut être un docteur des urgences qui a reçu une formation pour les voies respiratoires, ça peut être chef infirmier ou infirmière, bien, anesthésiste. Parce que nous sommes aussi, nous, des anesthésiologistes, on va dire anesthésiologistes ou anesthésistes, réanimateurs, bien sûr. Pharmacien ou quelqu'un qui ait accès direct aux médicaments. Merci, Maria. Excellent. Ce sont toutes des ressources, des réponses excellentes. Mais je dirais que pour les 50% des personnes qui n'ont pas d'équipe d'intervention rapide dans leurs institutions, former un comité qui va pouvoir identifier les ressources disponibles au sein de vos centres ou de vos institutions pour avoir une équipe qui pourrait non seulement répondre, mais aussi amener tout l'équipement et les médicaments adéquats. En plus des médicaments, quel équipement est l'équipement qui devrait faire partie de cette équipe de rapide. Alors, Papi Joella, personnel formé, OK, parce qu'il n'y a pas toujours les sous-spécialités dans les institutions. Bonjour, Papi Joe, bonsoir. Du point de vue du panéliste, quel serait l'équipement? Sean, Lila, ils peuvent peut-être répondre au docteur Dati, docteur Julia, docteur Freddy, docteur Rodrigo, docteur Andrea, docteur Nicolas. Quel est l'équipement qui est souvent amené dans ces situations d'urgence ou des situations critiques? Ah, docteur Vanessa est là. Bonjour, docteur Vanessa. Qu'est-ce que tu amènerais avec l'équipe de réponse rapide?
OK, Dr. Vanessa de la Suisse, merci pour la présence. Oui, désolé pour le retard. J'étais en soins intensifs COVID et ça m'a pris un peu de temps pour sortir de là. Alors, moi, je prendrais mon pharmacien numéro 1, une charrette avec le matériel d'urgence, équipement pour les voies respiratoires, et du système de pression artérielle, également selon ce qu'il se passe pour que je puisse avoir une première impression et ensuite aller de là. Donc, médicaments, moniteurs, de l'équipement pour la gestion des voies respiratoires. Et de l'intraveineux, des Baxter, oui, oui, bien sûr. Peut-être que ce sera nécessaire parce qu'effectivement, il faut administrer les médicaments par Baxter intraveineux. Oui, tout à fait. Et s'il n'y a pas d'intraveineux, on devrait avoir quelqu'un qui puisse administrer un Baxter. C'est très utile dans des situations où il n'y a pas de bonne veine pour quelqu'un ou un accès. Il est très difficile d'avoir une aiguille qui soit disponible. Et c'est généralement une chose très facile à faire de mettre l'aiguille dans l'humérus ou en quelques secondes, d'avoir un accès très rapide. Oui, génial. C'est là la formation de médecine d'urgence qui ressort. Une chose qui n'est peut-être pas disponible pour tous nos participants, c'est une charrette de code. Qu'est-ce que ça veut dire, une charrette code? Qu'est-ce qu'il y aurait sur cette charrette, sur ce chariot? Et qu'est-ce qui t'inclut? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qui se trouve dans ton chariot, dans ta charrette code? Eh bien, c'est tout ce qui sera utilisé comme matériel ou équipement qui sont dans ces catégories qui viennent d'être mentionnées. Ce n'est pas tout ce qui sera nécessaire, mais ce qui sera sans doute nécessaire. De l'équipement pour le traitement des voies respiratoires, il y a l'équipement intraveineux, il y a souvent des gants et l'équipement de protection personnelle, des blouses, des choses de ce genre. Parfois, dans certains endroits, il y a des chariots ou des charrettes qui ont presque toujours des médicaments pour les cas d'urgence calcium. Et il y a aussi parfois certaines choses qui seront utilisées comme passeurs sédatifs, Rolvix, mais ça dépend de la façon dont c'est contrôlé, réglementé. Ça dépend d'un pays à l'autre. De l'oxygène aussi. Docteur Nicolas et Rodrigo, est-ce que vous utilisez des aides cognitives? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, j'étais sur le point d'en parler. Là, je t'ai lu l'esprit. Oui, oui, on en a dans certains de nos chariots et nous avons ça en espagnol pour que tout le monde le comprenne. Et pour les charrettes de code, on a le ACLS. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que dans l'hôpital, il y a davantage que de l'ACLS. Mais oui, oui, oui. Et nous essayons de rappeler tout le monde qu'ils doivent prendre des choses. Et quand on traite un patient, on n'est pas en examen, donc il faut utiliser des aides cognitives. C'est une bonne façon de pouvoir
On va revenir à une ressource dont on a parlé tout à l'heure avec l'équipe d'intervention et j'ai mentionné le groupe d'aide cognitive d'anesthésiologie de Stanford. C'est quelque chose qui est utilisé aussi à Mexico, Rodrigo, n'est-ce pas? Je vais cliquer sur cette ressource pour le public, l'audience. Je vois que ce manuel est gratuit en ligne. On peut le télécharger en anglais, également dans d'autres langues étrangères, chinois, hollandais, français, coréen, portugais, espagnol. Et on peut faire un téléchargement de cette version et c'est souvent actualisé. Et ceci est en espagnol et en trouvant souvent des explications sur cardio, bronchospasme, des embolies pulmonaires et c'est des urgences d'urgence. On peut faire un téléchargement de ce manuel et c'est facile de trouver des recommandations pour chacun de ces scénarios critiques. C'est une ressource très utile et qui est disponible pour tous dans votre langue et vous pouvez utiliser cette aide cognitive pour ceci. Et c'était ici avec cette question, si vous cliquez là, ça se trouve également dans différents endroits sur le centre d'apprentissage des ressources. Si vous ne pouvez pas cliquer sur ce lien, trouvez ce lien dans le chat box pour y avoir accès. On est à court de temps et on a également la possibilité de voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de réponse rapide. On a pu voir également les patients, les infirmiers, les infirmières, les pharmaciens, des docteurs qui répondent. Mais il y a également une personne qui n'a pas été mentionnée et je veux vous encourager à y réfléchir. Et il s'agit du leadership de l'hôpital et du personnel administratif au sein de l'hôpital. C'est très important qu'il participe à cette idée de développement des équipes, d'intervention, de réponse rapide et des systèmes qui l'accompagnent et de faire en sorte que ceci soit un succès. Lorsque vous formez votre système, plutôt le comité ou la commission de réponse rapide, faites en sorte que l'équipe de direction de l'hôpital en fasse partie, car c'est très utile pour que votre équipe ait du succès. C'est une question de sécurité pour, et de sûreté pour le patient. Donc, quelle documentation devrait être faite lors d'une intervention? J'ai ici un exemple sur le centre de ressources qui peut être utilisé. Et je vais dire rapidement que si vous voyez ici sur le centre de ressources, lorsque vous voyez ce clip ici en haut à droite, si vous cliquez dessus, ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour que vous puissiez les télécharger avec des tas d'articles, des diapositives de cette présentation qui s'y retrouvent aussi, le continuum sur les soins critiques et également sur cet exemple d'équipe d'intervention de réponse rapide. Si vous allez sur ce clip, vous aurez toutes ces ressources disponibles qui doivent déjà être téléchargées pour que vous puissiez les utiliser vous-même. Sean et Lai, si vous le voulez bien tous les deux, en un petit moment de temps, quelle est la documentation utilisée pour l'équipe d'intervention rapide? Je crois que c'est un bon exemple. On essaie de simplifier les choses au maximum. Une des raisons, c'est que dans une situation d'urgence, les infirmiers sont nerveux, nous sommes tous, et une charte compliquée n'est pas une bonne chose pour le personnel infirmier. Et aussi les docteurs sont en train de mener une intervention. Nous avons essayé de simplifier ceci au niveau du temps et des interventions. Donc, médicaments, interventions, quand est-ce que le CPR a été fait, quel médicament a été administré. Et c'est simplifié sur ceci. Et ensuite, les infirmiers peuvent revenir en arrière pour dire qui était là, quels sont les docteurs qui étaient là, pourquoi est-ce qu'on a appelé
telle ou telle personne. On a essayé de simplifier les choses lors de l'intervention directe. Sean, quelque chose à rajouter sur le document ou ce qui devrait faire partie de ceci ou pas? Eh bien, comme Eli le disait, il s'agit de voir ce qu'il se passe avec les signes vitaux, quelle intervention a été faite, y compris l'intubation du patient ou pas, quels médicaments ont été administrés, quelles procédures ont été menées, qu'est-ce qui s'est passé là même lors du code bleu ou lors de la réponse rapide. Et comme là, il le disait, eh bien, les autres choses peuvent se faire plus tard lorsque le patient aura été stabilisé. À ce moment-là, nous pourrons ajouter ce qu'on appelle les événements de code bleu ou ce que fait l'équipe d'intervention rapide en essayant de documenter ce qui a été fait pour éviter la décompensation du patient. Et ça s'est rajouté plus tard pour des raisons de documentation. Mais au niveau de la réponse rapide, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce qu'on a fait exactement à ce moment-là. Point. Génial. Et je dirais que la raison de la documentation, c'est pour la communication, parce que souvent, lorsque l'équipe d'intervention rapide ou de réponse rapide est appelée à la rescousse, le patient est stabilisé et reste dans l'unité et continue à recevoir les soins qui étaient administrés. Mais souvent, c'est une escalade, que ce soit pour une autre unité ou en soins intensifs ou être transféré vers un autre centre. La documentation est donc essentielle pour la bonne communication, pour faire en sorte qu'on soit sûr que le patient reçoit les meilleurs soins possibles après la RRT. Je vais passer rapidement parce qu'il nous reste 3 minutes à peine. Je voudrais dire que je suis flatté d'avoir pu travailler avec ces panélistes incroyables. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Et sur ces 2 dernières minutes, je vais voir comment, pour les 50% d'entre nous qui n'ont pas une équipe d'intervention rapide, comment est-ce que l'on met ça en place dans nos hôpitaux, comment est-ce qu'on peut améliorer le soin et la sécurité et la sûreté pour nos patients. L'équipe d'intervention rapide devrait pouvoir identifier la situation. L'équipe d'intervention rapide peut améliorer les résultats pour les patients et ça peut identifier les signes précurseurs avant que le patient se trouve en situation d'arrêt. Il faut donc essayer d'éviter d'avoir un appel code bleu. Le système de réponse rapide donne un soin essentiel et nécessaire pour les patients instables. Sean et Rodrigo nous ont donné un bon exemple en disant que le soin critique était une chose essentielle et critique du point de vue du temps et que c'est toujours utile de pouvoir aider ces patients là où ils se trouvent. Il faut également évaluer ce qu'il se passe dans le centre pour pouvoir identifier les manquements ou les zones insatisfaisantes. Il faut identifier quelles sont les personnes qui participent à tout ça, personnes de personnel, pharmaciens, familles, etc. Et ensuite, il faut identifier les obstacles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une équipe de réponse rapide? Quels sont les obstacles à pouvoir installer une équipe d'intervention rapide? Ensuite, il faut décider, il faut former un comité, une commission, en parlant et en impliquant toutes les personnes intéressées et faire en sorte qu'eux aussi puissent déterminer quels sont les obstacles ou les barrières. Et ensuite, il faut voir du point de vue du temps, quel est le temps utilisé pour faire ces changements et voir quelles sont les actions nécessaires pour éliminer ces barrières. Finalement, il faut mettre les choses en pratique avec des protocoles utilisés dans vos institutions, dans vos ressources, avec les ressources disponibles. Et vous devez également avoir des révisions de l'état des choses avec ce programme pour pouvoir continuer à améliorer les politiques qui existent déjà ou pouvoir réévaluer leur niveau d'efficacité. Finalement, vous devez avoir des simulations et des pratiques. Et également, c'est quelque chose qui est cliquable ici. Ceci va vous ramener vers les exemples et les différents scénarios possibles. Et le docteur Rodrigo vient de faire une déclaration finale pour savoir à quel point la simulation est importante. Oui, la simulation est la seule façon de pouvoir contrôler les facteurs humains. On ne peut pas faire autre chose. On peut pratiquer leadership et communication, bien sûr, mais il faut faire de la simulation et on doit
faire ces simulations, ça ne demande pas énormément d'investissement. Ça peut être fait avec un acteur. Ça peut être fait de manière très efficace avec des ressources très limitées. Voilà, je pense que c'est fondamental, c'est essentiel d'avoir des simulations. Je suis d'accord. Merci, merci. Et pour les participants, lorsque vous allez au centre d'apprentissage, il y a davantage de ressources disponibles pour vos équipes d'intervention. Et encore merci à nos partenaires, à Assist International, Projet ECO, Stanford Anesthésie, WSC, et tous mes confrères incroyables présents aujourd'hui et tous les participants. Je ne suis pas sûr que vous ayez réalisé, mais nous avons des participants de 128 différents pays et nous touchons des milliers de personnes. C'est un groupe incroyable de personnes et c'est un plaisir et un honneur de pouvoir travailler avec vous. Merci pour votre présence et merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci tout le monde. J'ai quelques notes de Assist International. Quelle séance incroyable! Je voudrais remercier tous nos panélistes pour leur temps et leur expertise. Et ceci n'aurait pas été possible sans vous. Nous aimerions également vous remercier, vous tous, qui vous nous avez appelés de partout dans le monde et que vous avez participé via le chat ou les sondages. Merci pour votre participation et merci pour nos mécènes et qui font en sorte que ceci soit possible. C'est le Projet ECO Institute et la Fondation. Et vous pourrez voir quelques notes ici sur cette diapo. J'ai partagé une série de liens dans le chat, mais tout ceci sera envoyé via email, courrier électronique. Beaucoup de personnes nous ont demandé pour les diapositives, des liens pour les ressources, etc. Tout ceci sera disponible sur le centre de ressources et d'apprentissage avec des exercices, des vidéos. Les enregistrements seront également postés d'ici quelques jours et partagés par courrier électronique. Et pour le certificat de participation, vous trouverez également un sondage qui vous permettra dans différentes langues d'avoir accès à votre certificat de participation. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à eco@assistantinternational.org. Bonne journée.